Pour tout le monde, ce soir-là, Alice n'était que l'employée de maison. Mais lorsque sa fille de 5 ans a vu le millionnaire Adrien sur scène, elle a couru dans sa direction, porteuse d'un secret qui était sur le point de faire voler en éclats sa vie parfaite sous les yeux de tous. La salle de réception de l'hôtel particulier scintillait sous le poids des lustres en pampilles de cristal. Des centaines d'invités, l'élite de la ville, échangeaient des murmures élégants, leurs bijoux rivalisant d'éclat avec les lumières. Sur l'estrade, Adrien, l'hôte de la soirée, levait sa coupe. À ses côtés, sa fiancée, Inès, souriait, un diamant étincelant à son doigt. Il s'apprêtait à annoncer la date du mariage de l'année. Depuis un coin, Alice observait, le plateau d'argent fermement tenu, mais le cœur battant la chamade. Sa seule préoccupation était Juliette, sa fille, qui était censée attendre sagement dans une petite pièce à l'arrière. Mais la fascination de la fête fut plus forte. La petite Juliette, avec sa robe simple et ses yeux curieux, s'était échappée. Pour elle, cet endroit était un château de contes de fées. Son regard a balayé l'espace jusqu'à se poser sur l'homme sur l'estrade. Elle s'arrêta net. Ce n'était pas un prince de livres, c'était l'homme de l'unique photo que sa mère gardait dans une petite boîte. Le même sourire. Sans hésiter, elle a commencé à marcher, déterminée, se faufilant entre les invités comme une petite barque sur un océan de luxe. Elle s'est immobilisée juste devant la scène. Adrien terminait son discours quand la voix enfantine, claire et forte, a fendu l'air. « Salut, papa !» Un silence soudain et pesant s'est abattu sur la salle. La musique s'est tue. Le sourire d'Adrien s'est figé. Inès l'a regardé puis a jeté un regard d'un mépris glacial à Alice qui venait d'arriver, pâle comme un linge. Le regard d'Adrien s'est durci. Il est descendu de l'estrade et d'une voix que seule Alice pouvait entendre a sifflé. « Fais-la disparaître d'ici avant que je ne détruise ton existence. » Ce regard glacé, Alice le connaissait. La panique qui paralysa son corps laissa place à un vertige, et le brouhaha de la salle disparut, avalé par un souvenir vieux de 6 ans. Adrien n'était pas le magnate sur scène, mais le jeune héritier au sourire qui promettait le monde. Et elle, une femme de chambre fraîchement arrivée dans la villa d'été de la famille, avec des rêves qui tenaient dans la poche de son tablier. Leur romance avait fleuri en secret, dans les couloirs silencieux après minuit, dans les jardins baignés de clair de lune. Il ne voyait pas son uniforme, il disait voir son âme. Un jour, Alice, rien de tout cela n'aura d'importance. Il n'y aura que toi et moi, loin de tout ça, lui murmurait-il, et elle le croyait. Elle s'était donnée non pas à un millionnaire, mais à l'homme qui lui lisait de la poésie et tenait sa main comme si c'était le bien le plus précieux au monde. Quand elle a découvert sa grossesse, elle le lui a annoncé le cœur plein d'espoir, imaginant la famille qu'ils allaient fonder. C'est là que le conte de fées s'est effondré. La chaleur dans ses yeux a été remplacée par une froide calculatrice. Il a parlé de réputation, de son avenir, de ce que son père ferait. La promesse d'amour est devenue un problème à régler. Pour leurs adieux, il ne l'a pas serrée dans ses bras. Il lui a simplement tendu une enveloppe d'argent, assez pour, selon lui, s'occuper des choses. « Je pars à l'étranger », a-t-il dit, sans la regarder dans les yeux. C'était une erreur, Alice. Le mieux pour nous deux, c'est d'oublier que tout ça est arrivé. Il est parti, ne laissant derrière lui que l'écho de ses mensonges. Seule dans sa petite chambre, Alice a pleuré toute une nuit. Mais à l'aube, la main sur son ventre, elle a fait une promesse à la vie qu'elle portait. Elle aurait le double d'amour, le double de force. Et elle n'aurait jamais besoin d'un homme qui les voyait comme une erreur. Et maintenant, 6 ans plus tard, la promesse « il n'y aura que toi et moi » résonnait dans son esprit, déformée par le murmure cruel de « détruire ton existence ». La douleur ancienne, qu'elle croyait avoir enterrée, a explosé dans sa poitrine, mais cette fois elle n'était pas paralysante. C'était un carburant. Traînant Juliette par la main, Alice a traversé les jardins luxueux, fuyant la salle de réception comme si elle était en feu. L'air froid de la nuit fut un choc contre son visage brûlant de honte. Maman, pourquoi cet homme était en colère? La voix de Juliette était petite, confuse. Il ne m'aimait pas?
Le cœur d'Alice s'est brisé en 1000 morceaux. Elle s'est agenouillée, arrangeant la mèche de cheveux qui tombait sur les yeux de sa fille, des yeux identiques à ceux d'Adrien. Non, mon amour, il était juste surpris. Les adultes sont bêtes parfois. Mais le mensonge avait un goût de cendre. Cette nuit-là, dans son petit appartement modeste, qui semblait à des années-lumière du manoir, Alice a regardé Juliette dormir, serrant contre elle un vieil ours en peluche. Le désir qui brûlait en elle n'était ni pour la vengeance, ni pour l'argent. Elle regardait sa fille et voyait un avenir de questions sans réponse. Elle voyait la fête des pères à l'école, la chaise vide à côté de Juliette. Elle voyait les formulaires médicaux demandant les antécédents familiaux du père, une case qu'elle laissait toujours blanche. Elle ne voulait pas de la fortune d'Adrien. Elle voulait la vérité pour sa fille. Elle voulait que Juliette puisse dire le nom de son père sans honte, qu'elle sache qu'elle n'était pas le fruit d'une erreur, mais d'une histoire, aussi douloureuse soit-elle. Le souhait d'Alice était simple et en même temps colossal. Elle voulait la dignité de sa fille, et elle savait que la bataille pour l'obtenir serait dévastatrice. Le premier front s'est ouvert le lendemain matin. En arrivant au travail, l'ambiance était différente. Les regards de pitié étaient aussi insupportables que ceux d'accusation. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs. C'est alors qu'Inès, la fiancée, l'a interceptée. Elle n'a pas crié. Sa voix était basse, polie et plus tranchante que du verre brisé. « Écoutez-moi bien, dit-elle, s'arrêtant si près qu'Alice pouvait sentir son parfum de luxe. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ça s'arrête maintenant. » Inès a ouvert son sac de créateur et en a sorti un chèque. « Adrien est généreux. Il est prêt à vous donner ça pour que vous et votre enfant disparaissiez. Considérez ça comme une prime de départ. » La somme était élevée, suffisante pour changer la vie d'Alice. Mais en regardant le papier, tout ce qu'elle voyait, c'était le prix du silence de sa fille. « Ma fille n'est pas à vendre, » répondit Alice, la voix tremblante mais ferme. Inès a ri, un son sans joie. « Vous êtes plus stupide que je ne le pensais. Vous n'avez aucune idée de qui vous affrontez. Il va vous écraser. » La menace est restée en suspens, lourde et réelle. Alice a été renvoyée le jour même. L'obstacle était maintenant concret, sans emploi, avec un loyer à payer et une réputation ternie. Son conflit intérieur la rongeait. Valait-il la peine d'entraîner Juliette dans cet ouragan? Le doute la corrodait, lui faisant se demander si le silence n'était pas une forme de protection. Mais une semaine plus tard, le coup de grâce est arrivé. Pas un appel ni une visite, mais une enveloppe officielle, remise par un coursier. À l'intérieur, un document des avocats d'Adrien. Les mots étaient complexes, mais le message était d'une clarté brutale. Une injonction d'éloignement, l'accusant de harcèlement, de diffamation et de tentative d'extorsion. Il menaçait de la poursuivre pour préjudice moral, de prendre chaque centime qu'elle possédait, et même d'ouvrir une enquête sur ses capacités maternelles. Ils allaient la démoraliser, la dépeindre comme une menteuse instable, une dangereuse manipulatrice. Le pouvoir d'Adrien n'était pas seulement une menace verbale, c'était une machine juridique, froide et impitoyable, prête à la broyer. Cette nuit-là, tenant la lettre de ses mains tremblantes, Alice a senti le véritable poids du monde sur ses épaules. La peur était un nœud dans sa gorge, l'étouffant. Abandonner semblait la seule option sensée. Elle pourrait prendre Juliette et disparaître, recommencer ailleurs, où personne ne les connaîtrait. Mais son regard est tombé sur un dessin accroché au réfrigérateur, un bonhomme allumette avec des cheveux blonds. Elle, une silhouette plus petite à côté, Juliette, et une troisième silhouette, plus grande, dont Juliette avait gribouillé le visage. C'était le père qu'elle imaginait. À cet instant, la peur n'a pas disparu, mais le désir de donner un visage à ce dessin, de donner une vérité à sa fille, est devenu plus grand qu'elle. Alice a plié la lettre. Ils voulaient une guerre. Alors, c'est une guerre qu'ils auraient. La guerre d'Alice ne se mènerait pas sur un champ de bataille, mais sous les projecteurs cruels des médias. Sa seule chance de percer le blocus des avocats d'Adrien était de le confronter là où son image publique était la plus précieuse.
et il n'y avait pas de meilleur endroit que l'événement de lancement de sa nouvelle fondation caritative, la Fondation Avenir Radieux, dédiée à aider les enfants défavorisés. L'ironie était si douloureuse qu'elle en devenait poétique. Le cœur martelant contre ses côtes et tenant la main de Juliette comme une ancre pour son courage, Alice est entrée dans le hall d'un hôtel 5 étoiles. Elle n'appartenait pas à ce monde. Sa robe simple et propre était une barque en bois au milieu de yachts de luxe. Les flashs des appareils photo crépitèrent de toutes parts, illuminant la scène où Adrien, aux côtés d'Inès, discourait sur la responsabilité sociale et le devoir de protéger l'enfance. Chaque mot de lui était un coup de poignard dans le cœur d'Alice. Elle a attendu, cachée derrière une colonne, sentant les regards curieux des serveurs et les regards méfiants des gardes du corps. Juliette, effrayée par le bruit, s'agrippait à sa jambe. « C'est la dernière fois, mon amour. Après ça, on rentre à la maison manger une glace, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour sa fille. Quand Adrien a ouvert la séance aux questions de la presse, Alice a su que c'était le moment. Elle a pris une profonde inspiration et s'est avancée dans l'allée centrale. Sa présence a créé un sillage de silence. Les caméras, tels des prédateurs, se sont tournées vers elle. « Monsieur de la Roche !» Sa voix est sortie plus ferme qu'elle ne l'escomptait. « J'ai une question qui est restée sans réponse de la part de vos avocats. » Adrien l'a reconnu. Un éclair de fureur a traversé son visage, mais il a été rapidement remplacé par un masque de politesse condescendante. « Madame, je crains que ce ne soit pas le lieu approprié. Nous sommes ici pour parler des enfants de la Fondation. » « Ma question concerne un enfant, » a insisté Alice, faisant un pas en avant. « Elle concerne votre fille, Juliette. J'aimerais savoir quand vous avez l'intention de la reconnaître. » Un murmure choqué a parcouru l'assemblée. Alice a brandi la seule preuve qu'elle avait, une vieille photo jaunie d'eux souriant, prise 6 ans plus tôt. Adrien a ri, un rire répété qui n'a pas atteint ses yeux. « Ah, mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser. Il semble que nous ayons une invitée, quelque peu en proie à ses illusions. Il est regrettable de voir ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour 5 minutes de célébrité. » Ce fut le signal pour Inès. Elle est descendue de la scène, le portrait de la fiancée trahie et magnanime. Elle s'est approchée d'Alice avec un faux air de préoccupation. « Ma chère, regardez ce que vous faites, » dit-elle, d'un ton assez fort pour que les micros le captent. « Vous exposez cet enfant à une humiliation terrible. Vous l'utilisez comme une arme. Nous comprenons votre désespoir, vraiment, mais cette obsession n'est pas saine. » Elle s'est tournée vers les journalistes. Adrien a un cœur immense, et c'est pourquoi des personnes comme cette dame essaient d'en profiter. C'est une histoire triste et franchement pathétique. Une tentative d'extorsion de bas étage. Les mots « obsession »,« désespoir »,« extorsion » ont empoisonné l'air. Le vent a tourné instantanément. Les journalistes, auparavant simplement curieux, la regardaient maintenant comme des vautours. Les questions fusaient comme des balles. Avez-vous un test ADN? Combien d'argent Monsieur de la Roche vous a-t-il déjà offert? Est-il vrai que vous avez été licencié pour comportement inapproprié? Pourquoi avoir attendu 5 ans pour faire ce scandale? Alice a tenté de répondre, mais sa voix a été engloutie par le chaos. Elle était cernée, jugée, condamnée. Voyant son travail accompli, Adrien a repris le contrôle. Sa fausse sympathie s'est évaporée, laissant place à une indignation calculée. Il a pris le micro et sa voix a tonné dans la salle. « Assez ! Je me suis refusé à prêter attention à ce fantasme jusqu'à présent par pitié. Mais la patience a des limites. Cette femme était une employée de ma famille, une parmi des centaines. Nous avons eu une interaction professionnelle, et rien de plus. Des années plus tard, elle refait surface avec cette histoire absurde, ce mensonge répugnant, le jour le plus important pour notre fondation. » Il arpentait la scène, son discours enflammé captant la sympathie de tous. « Regardez-moi, et regardez-la. Croyez-vous vraiment que je me serais impliqué avec quelqu'un de cette espèce? Quelqu'un qui utilise sa propre fille comme un pion dans un jeu sale pour de l'argent?
L'humiliation était maintenant une avalanche. Il ne se défendait plus. Il la détruisait. Il s'est arrêté et a pointé un doigt tremblant dans sa direction. Le silence était total. « J'ai un message pour vous », dit-il en la regardant dans les yeux, chaque mot, un coup. « Votre plan a échoué. Vous n'obtiendrez pas un seul centime. Vous ne salirez ni mon nom ni celui de ma famille. Pour moi, vous n'êtes rien. Vous ne l'avez jamais été. Maintenant, prenez cet enfant que vous utilisez comme bouclier et sortez d'ici. Sortez de ma vie. Vous êtes une honte. » Le coup final a été dévastateur. Le mot « honte » a résonné dans le silence. 2 agents de sécurité se sont approchés d'Alice, non pas avec agressivité, mais avec une fermeté qui était encore pire. C'était la matérialisation de son expulsion de la société. Les flashs crépitaient frénétiquement, enregistrant chaque larme d'humiliation qui coulait sur son visage. Juliette, comprenant enfin que quelque chose de terrible se passait, a commencé à pleurer, cachant son visage dans la jupe de sa mère. Alice, sans force pour se battre, s'est laissée escorter dehors, passant devant une haie de visages qui la regardaient avec mépris, pitié et dégoût. Elle a été jetée sur le trottoir froid, le bruit de la porte de l'hôtel se refermant derrière elle comme le couvercle d'un cercueil. Le son lointain des sirènes était le seul bruit, en dehors des pleurs de sa fille. Sa tentative de se battre avait abouti à l'anéantissement le plus absolu et public. Elle n'était plus une mère luttant pour la justice. Aux yeux du monde, elle était la menteuse, l'escroc, la honte. Les jours qui ont suivi l'humiliation publique ont été un brouillard de honte et de désespoir. Alice sortait à peine de l'appartement. Les volets restaient fermés et le son de la télévision était une menace, chaque journal télévisé pouvant répéter la scène de son anéantissement. Internet était un champ de mines d'articles et de commentaires, la dépeignant comme une méchante calculatrice. Le mot « escroc » semblait avoir été tatoué sur son front. Elle se sentait toxique, radioactive. Quand elle devait sortir pour faire des courses, elle marchait la tête basse, la capuche de son manteau cachant son visage, craignant d'être reconnue. Le pire était le silence de Juliette. La petite fille, autrefois si bavarde, semblait avoir absorbé la tristesse ambiante. Elle ne posait plus de questions sur l'homme de la fête. Elle dessinait simplement en silence, et sur tous ses dessins, les gens n'avaient pas de visage. Alice avait touché le fond. La lettre des avocats d'Adrien semblait la brûler dans son tiroir. Peut-être avait-il raison. Peut-être que le mieux était de disparaître, d'accepter la défaite et d'essayer de protéger ce qui restait de l'innocence de sa fille dans une autre ville, une autre région, une autre vie. Elle était épuisée de se battre. La guerre semblait perdue. Un après-midi gris, alors qu'elle pliait les quelques vêtements qu'elle possédait pour les mettre dans une valise, on a frappé à la porte. Ce n'était pas une frappe ordinaire, mais ferme, décidée. Le cœur d'Alice s'est glacé. Étincent les huissiers, la police. Elle a regardé par le Judas et son sang s'est glacé pour une autre raison. Sur son paillasson se tenait une dame aux cheveux argentés, impeccablement coiffée, portant un manteau de laine et un collier de perles. C'était une figure de pouvoir et d'élégance qui détonnait complètement avec son couloir modeste. C'était Madame Éléonore, la grand-mère d'Adrien, la matriarche de la famille de la Roche. Alice a reculé, la panique s'emparant d'elle. Que voulait-elle? Venait-elle l'humilier personnellement? Après avoir hésité une minute entière, elle a ouvert la porte, utilisant son propre corps comme une barrière. Oui, sa voix était un faible murmure. Madame Éléonore l'a regardé de haut en bas. Ses yeux bleus, remarquablement similaires à ceux d'Adrien et de Juliette, étaient perçants, sans montrer ni pitié ni mépris. C'étaient des yeux qui évaluaient. « Madame Alice, n'est-ce pas? Je suis Éléonore de la Roche. J'aimerais entrer. » Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration d'intention. Alice, stupéfaite, s'est écartée. L'appartement sembla rétrécir en présence de cette femme. Le regard d'Éléonore a parcouru la pièce, simple, petite, mais impeccablement propre. Puis, ses yeux se sont posés sur Juliette, qui regardait timidement depuis l'embrasure de la porte de sa chambre. La matriarche n'a pas souri, mais son visage s'est adouci une fraction de seconde.
La ressemblance était indéniable, une copie miniature de son petit-fils enfant. Ce fut tout le test ADN dont son intuition avait besoin. J'ai vu le spectacle à la télévision, a commencé Éléonore, sa voix calme et grave. La performance de mon petit-fils était dramatique, et celle de sa fiancée encore plus, exagérée. Alice est restée silencieuse, méfiante. Je ne suis pas venu ici pour vous accuser ou pour vous défendre, a poursuivi la matriarche. Je suis venu parce que je connais Adrien depuis sa naissance. Je connais ses qualités et mieux encore, je connais ses défauts. Et je connais sa capacité à fuir les problèmes qu'il crée lui-même. Elle a regardé Alice droit dans les yeux. Il y a 6 ans, il est revenu d'un séjour à la villa d'été changé, distant, irritable. Il a dit qu'il avait mis fin à une amourette sans importance. Je n'y ai jamais cru. Maintenant, je veux que vous me racontiez votre version. Sans théâtre, sans larmes. Juste la vérité. Il y avait dans ces mots une autorité qui n'inspirait pas la peur, mais un étrange sentiment de sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, Alice a senti qu'elle était en présence de quelqu'un qui ne voulait pas l'utiliser ou la détruire, mais qui cherchait quelque chose qu'elle désirait aussi désespérément, la clarté. Et alors, elle a parlé. Elle a tout raconté. La romance secrète, les promesses, la découverte de la grossesse, l'abandon, les années de silence, la lutte pour élever Juliette seule et la décision désespérée de le confronter. Quand elle a terminé, le silence flottait dans l'air. Madame Éléonore s'est approchée de la fenêtre, observant le mouvement dans la rue en contrebas. « Je vous crois », dit-elle enfin. Alice a eu l'impression qu'un poids qu'elle portait depuis 6 ans lui était retiré des épaules. Mais ma conviction ne vaut rien devant un tribunal ou dans les médias, Éléonore s'est retournée. Nous avons besoin de quelque chose d'incontestable, quelque chose qui clouera le bec à Adrien, à cette fiancée ambitieuse et à leurs avocats à 100 000 €. Nous avons besoin d'un test ADN. Je n'ai aucun moyen de le forcer, commença Alice. Vous n'en avez pas besoin, l'interrompit Éléonore. Moi, si. Adrien est peut-être le patron d'une entreprise, mais je suis toujours la patronne de la famille. Il fera ce test. Le soir même, le téléphone a sonné dans la suite luxueuse d'Adrien. C'était sa grand-mère. La conversation a été courte et brutale. Il a crié, nié, menacé. Inès, à ses côtés, a tenté d'argumenter, mais la voix d'Éléonore était une lame d'acier. « Tu feras ce test, Adrien. Ou alors, prépare-toi à découvrir ce qu'est la vie sans le nom et l'argent de cette famille. Le choix t'appartient. » Le silence, à l'autre bout du fil, fut sa réponse. Pour la première fois, la muraille d'Adrien avait été percée. Le tournant ne fut pas un tremblement de terre, mais le clic silencieux d'une clé dans une serrure. Quand Éléonore a quitté l'appartement d'Alice, elle a laissé derrière elle plus que la promesse d'un test. Elle a laissé la graine de l'espoir. Cette nuit-là, Alice n'a pas fermé les volets. Elle a ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air frais. Elle a regardé Juliette, qui avait enfin recommencé à dessiner des gens avec des visages. La guerre n'était pas terminée. En fait, la bataille finale ne faisait que commencer. Mais maintenant, pour la première fois, Alice ne se battait plus seule. La semaine qui a précédé le jour de la vérité fut la plus longue de la vie d'Alice. L'espoir était une flamme fragile et la peur, un vent constant qui menaçait de l'éteindre. Elle a reçu l'appel de l'avocat de Madame Éléonore. Le prélèvement génétique avait été effectué et les résultats seraient prêts vendredi. La réunion pour la révélation a été fixée au samedi à 15 h. Le lieu choisi par Éléonore était chargé de symbolisme. La salle à manger principale de l'hôtel particulier des Delaroche. L'endroit où la famille célébrait ses plus grandes victoires et jugeait ses pires échecs. Le samedi matin, Alice s'est préparée avec un soin presque cérémoniel. Elle a choisi une robe bleu marine, simple mais élégante. Ce n'était ni une tenue de guerre, ni une tenue de victime. C'était la tenue d'une femme qui exigeait d'être vue avec dignité. Elle a attaché ses cheveux en un chignon strict et n'a pas mis de maquillage, à l'exception d'un peu d'anticerne pour masquer les nuits blanches.
Elle s'est agenouillée devant Juliette et a expliqué avec le plus grand calme qu'elle a pu simuler. « Mon amour, aujourd'hui nous allons rendre visite à grand-mère Éléonore. Il y aura d'autres personnes, et un monsieur lira un papier important. Tu n'as rien à faire, juste rester près de maman, d'accord ?» Juliette a hoché la tête, sentant la solennité du moment sans la comprendre. À leur arrivée, l'immense portail en fer forgé s'est ouvert pour elle. Le trajet jusqu'à la porte du manoir a semblé durer une éternité. Le même majordome qui l'avait traité avec mépris quelques jours plus tôt l'a maintenant accueilli avec une neutralité glaciale, annonçant son arrivée d'un formel « Madame Alice et la jeune fille sont ici ». La salle à manger était une pièce qu'Alice ne connaissait que du temps où elle y travaillait, un espace interdit qu'elle nettoyait, mais n'avait jamais osé occuper. La table en palissandre de 20 couverts ressemblait à un champ de bataille préparé, et les combattants étaient déjà en place. D'un côté, Adrien et Inès. Lui, livide, la mâchoire si crispée qu'elle semblait sur le point de se briser. Elle, dans une robe rouge vif, une provocation visuelle, les lèvres esquissant un sourire fin et dédaigneux, comme si elle assistait à une pièce de théâtre qu'elle jugeait de mauvais goût. À leur côté étaient assis 2 oncles d'Adrien, convoqués par Éléonore pour servir de témoins, leurs visages comme des masques de pierre. En bout de table, Madame Éléonore présidait, impassible. Elle a indiqué 2 chaises vides du côté opposé à celui d'Adrien. Le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Le seul son était le tic-tac d'une horloge à pendule dans le coin de la pièce, chaque seconde s'étirant comme une heure. Juliette, intimidée, s'est assise tout contre Alice, ses petits pieds ne touchant pas le sol. Adrien refusait de regarder dans leur direction. Il fixait la fenêtre, comme si le destin du monde se jouait dans le jardin. Inès, en revanche, ne se cachait pas. Son regard balayait Alice avec supériorité, une dernière tentative de la diminuer avant le verdict. L'avocat, un homme d'âge mûr avec des lunettes à monture fine, s'est raclé la gorge, et la pièce a semblé retenir son souffle collectivement. Nous sommes tous réunis, à la demande de Madame Éléonore, pour la révélation du résultat de l'examen de détermination de parenté génétique entre Monsieur Adrien de la Roche et la mineure Juliette, a-t-il dit, sa voix professionnelle tranchant la tension. L'examen a été traité par un laboratoire indépendant et de confiance mutuelle, et les résultats m'ont été remis ce matin, sous pli scellé. Il a posé l'enveloppe blanche au centre de la table. Pour Alice, ce n'était pas une enveloppe. C'était son avenir. C'était 6 années de lutte, de douleur et d'espoir contenues dans cette feuille de papier. Adrien a tenté une dernière carte. « C'est ridicule », dit-il, la voix rauque. « Une mascarade complète pour nous humilier. »« Tais-toi, Adrien !» La voix d'Éléonore était basse, mais elle a résonné comme un coup de tonnerre. « Tu as eu ta chance d'être un homme. Maintenant, sois au moins un spectateur silencieux de tes conséquences. » Adrien s'est tu, le visage rouge de colère et d'impuissance. L'avocat a pris l'enveloppe. Le son du papier se déchirant fut obscènement fort dans le silence de la pièce. Il en a sorti une seule feuille, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Il est passé sur les codes des échantillons, les marqueurs génétiques, une série de termes techniques que personne ne comprenait, prolongeant l'agonie. Alice sentait son cœur battre dans sa gorge. Elle a serré la main de Juliette avec force, son unique lien avec la réalité. Puis, l'avocat a fait une pause. Il a levé les yeux par-dessus ses lunettes, d'abord vers Adrien, puis vers Alice. Et il a lu la conclusion. Compte tenu des allèles partagés sur les marqueurs génétiques analysés, la probabilité de paternité de M. Adrien de la Roche à l'égard de Juliette est de 99,999%. Le monde s'est arrêté. Pendant un instant, personne n'a bougé, personne n'a respiré. La phrase est restée suspendue dans l'air, irréfutable, absolue. Et puis la réalité s'est abattue sur eux. Adrien a blêmi. La couleur a quitté son visage, laissant derrière elle un masque de cire. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a finalement tourné la tête et a regardé Juliette. Mais cette fois, il n'a pas vu la fille de l'employé, l'escroc, le problème. Il a vu ses propres yeux, la forme de son visage, une miniature vivante de lui-même. La vérité n'était pas sur le papier,
Elle était assise à quelques mètres de lui et elle l'a écrasé de son poids. La réaction d'Inès a été plus rapide, plus froide. Le choc sur son visage a duré une seconde, bientôt remplacé par une fureur glaciale et calculatrice. Son rêve d'un mariage parfait, d'un empire, venait de se réduire en poussière. Elle n'a pas regardé Adrien avec compassion. Elle l'a regardé avec dégoût. D'un mouvement lent et délibéré, elle a retiré la bague de fiançailles de son doigt. Le diamant, qui brillait autrefois de promesses, semblait maintenant un morceau de verre. Elle l'a posé sur la table, à côté de l'enveloppe. Le son du métal heurtant le bois fut sa sentence finale. C'était fini. Madame Éléonore a simplement fermé les yeux un instant, un long et triste soupir s'échappant de ses lèvres. Elle ne ressentait aucune joie, seulement le poids d'une vérité arrivée trop tard. Et Alice n'a pas souri. Elle n'a pas crié « je le savais ». Elle a juste senti les muscles de ses épaules, tendus depuis 6 ans, se détendre enfin. Une seule larme, chaude et lourde, a roulé sur sa joue. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la victoire. C'était du soulagement. C'était le point final d'un chapitre de douleur. Elle s'est penchée et a serré Juliette fort contre elle. « C'est fini, mon amour », lui a-t-elle murmuré dans les cheveux. Maintenant, c'est fini. Le jeu avait tourné. La femme humiliée, la menteuse, la honte, était maintenant la détentrice de la vérité, la mère de l'unique héritière d'Adrien de la Roche. Elle était entrée dans cette pièce en accusée, mais elle en sortirait comme la reine silencieuse qui venait de renverser un roi. Dans cette salle à manger, le silence qui a suivi la révélation était plus lourd que n'importe quel mot. Inès s'est levée. Et sans un mot, sans un dernier regard pour l'homme avec qui elle avait planifié sa vie, elle a quitté la pièce, ses talons résonnant sur le marbre comme les derniers coups de marteau sur le cercueil d'une relation. Adrien est resté immobile, un roi détrôné dans son propre château, fixant le vide qu'elle avait laissé. Ce fut Madame Éléonore qui a rompu le charme. Elle s'est levée, non pas comme une juge, mais comme la matriarche qui devait nettoyer les dégâts de sa lignée. Elle s'est approchée pour se tenir aux côtés d'Alice et de Juliette, un geste subtil mais puissant d'alliance. « La discussion est terminée, Adrien, dit-elle, la voix ferme. Demain, à 9 heures, toi et mon avocat irez chez le notaire pour officialiser la reconnaissance de Juliette. Elle aura ton nom et tous les droits qui lui reviennent. Ensuite, tu établiras un fonds pour son éducation et son avenir. Un fonds substantiel. » Adrien a finalement relevé la tête. Il y avait du désespoir dans ses yeux. « Je peux arranger ça, bégaya-t-il en regardant Alice. Nous pouvons faire ce qu'il faut, nous marier. » La proposition flotta dans l'air, pathétique et creuse. Alice, qui était restée silencieuse pendant tout le point culminant, a trouvé sa voix, et elle était calme, limpide et inébranlable. « Non, Adrien, dit-elle, et pour la première fois, elle l'a appelé par son nom sans crainte. Ce qu'il fallait faire, c'était il y a 6 ans. Nous ne voulons pas de ton nom de famille par obligation. Ma fille n'a pas besoin d'un père qui a été forcé de l'être. Elle avait besoin de la vérité. Et maintenant, grâce à ta grand-mère, elle l'a. C'est tout ce que nous étions venus chercher. » Ce fut le véritable échec et mat. Alice ne voulait pas de sa fortune. Elle ne voulait pas entrer dans sa famille. Elle voulait juste sortir de l'ombre de son mensonge. Son refus n'était pas un acte de vengeance, mais d'autosuffisance. Elle avait gagné la guerre et dictait maintenant les termes de la paix. Dans les semaines qui ont suivi, les ondes de choc de cette journée se sont propagées. La nouvelle a fuité, comme c'était inévitable. L'histoire de la fille secrète du magnate Adrien de la Roche, reniée et humiliée publiquement, est devenue le scandale de l'année. Il a publié un communiqué officiel parlant de regrettables malentendus du passé, mais les dommages à son image de philanthrope et d'homme de famille étaient irréparables. Il a perdu des contrats, la confiance des investisseurs et, plus important encore, le respect de sa propre famille. Il est devenu un homme solitaire, hanté non pas par la perte d'argent, mais par le souvenir du regard de sa fille et de la dignité de la femme qu'il avait tenté d'écraser. Inès, comme prévu, a rapidement rebondi, étant aperçue quelques semaines plus tard au bras d'un autre milliardaire.
prouvant que son cœur avait toujours été un actif financier. Pour Alice et Juliette, la vie s'est transformée. Mais pas de la manière que le monde attendait. Elles n'ont pas emménagé dans l'hôtel particulier. Avec le soutien financier qu'Adrien a été contraint de fournir, Alice a acheté une charmante maison dans un quartier tranquille, avec un petit jardin à l'arrière. Pour la première fois, Juliette avait sa propre chambre, peinte en jaune. Alice a repris ses études, s'inscrivant à un cours d'architecture paysagère, un vieux rêve qu'elle avait mis de côté. Elle n'avait plus besoin de travailler comme employée de maison. Maintenant, elle travaillait pour elle-même, cultivant la beauté et la vie. Le plus grand changement, cependant, fut la nouvelle famille qui s'est formée. Madame Éléonore est devenue une présence constante et aimante. Les samedis après-midi n'étaient plus empreints de peur, mais de visites chez l'arrière-grand-mère, où Juliette apprenait à jouer ses premières notes sur le piano à queue et écoutait des histoires sur les femmes fortes de sa famille. Éléonore n'essayait pas de compenser les échecs de son petit-fils. Elle aimait simplement la petite fille qu'elle ne savait pas avoir. La vérité n'a pas apporté la vengeance, elle a apporté la guérison. Un après-midi de printemps ensoleillé, des mois plus tard, Alice regardait Juliette et Éléonore planter des fleurs dans le nouveau jardin. Le rire de sa fille résonnait dans l'air, un son libre et heureux. À ce moment-là, Alice a compris la leçon finale. Son combat n'avait jamais été contre Adrien, il était pour Juliette. Il ne s'agissait pas de ce que l'argent pouvait acheter, mais de ce qu'il ne pouvait pas effacer. Le droit à l'identité, la force d'une mère et la dignité d'une âme. Au final, la vérité n'a pas servi à enfermer un homme riche dans ses responsabilités, mais à libérer une femme forte et à donner à un enfant la seule chose qu'aucune fortune ne peut acheter, la paix de savoir d'où elle vient. Le parcours d'Alice et Juliette est une preuve puissante que la véritable force ne naît pas du pouvoir ou de l'argent, mais du courage indomptable d'une mère luttant pour la dignité de sa fille. C'est une histoire sur la vérité qui, même enfouie sous des années de mensonges et d'humiliation, trouve toujours un chemin vers la lumière. Cette lutte pour l'honneur, contre toute attente, est ce qui nous relie et nous inspire à être meilleurs. Si cette histoire a touché votre cœur et si vous croyez que la dignité est notre bien le plus précieux, écrivez dans les commentaires le mot « dignité ». Créons une chaîne de soutien et montrons que des valeurs comme la vérité et la justice comptent encore, et énormément. Connaissez-vous quelqu'un qui fait face à une bataille difficile et qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre force? Partagez cette vidéo. Parfois, une histoire est le souffle d'espoir qui change la journée d'une personne et l'aide à continuer à se battre. Et pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes, qui cherchent à inspirer et à réchauffer l'âme, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute. Rappelez-vous toujours, peu importe la taille du géant que vous affrontez, votre vérité est votre plus grande force.